Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette vidéo qu'on fait chaque week-end, en tout cas j'essaye. Potentiellement le week-end prochain et le week-end d'après, je sais pas si je prendrai des vacances, je sais pas ce que ce mot veut dire, mais il paraît que c'est bien. Donc je vais peut-être essayer cette année, après potentiellement 5 ou 6 ans, je pense, où je vais pas trop décrocher. Ça fait du bien, je pense. De toute façon, il faut toujours prendre du recul, un certain recul, bien entendu. Et je pense que la période est assez intéressante puisqu'on a le rebond prolongé. Euh, et maintenant, le quid, c'est pour la suite. On va en tout cas essayer de décrypter ce qu'on peut éventuellement avoir. Alors évidemment, il y a deux camps. Il y a deux camps actuellement. Il y a ceux qui sont en mode la bourse c'est n'importe quoi, ça reflète pas l'économie. Je pense que j'ai fait assez de vidéos sur ce point-là, justement, pour bien expliquer que ça reflétait l'économie, mais qu'il y avait une différence de temps. Et je pense qu'on est en plein là-dedans. Il y a une chose, hein, la macro, la microéconomie, donc on a lu les résultats, les banques centrales, etc. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes oublient, c'est les flux. Donc n'oubliez pas que certes, en effet, on va peut-être se taper une décroissance ou une récession, mais ce qui est important de se dire, c'est que tant qu'on n'est pas dedans, tant qu'on n'est pas le bec dedans, et c'est-à-dire tant que les gens perdent pas leur emploi, qui se retrouvent acculés à ne plus avoir d'épargne, mais qu'en plus de plus avoir d'épargne, ils ont plus d'emploi, et que donc ils commencent à, au-delà de se serrer la ceinture, à puiser dans leurs économies, éventuellement dans leurs comptes boursiers, poussant les gérants à devoir liquider, il faut bien se dire que tant qu'on n'est pas dans ces dispositions-là, vous pouvez avoir des rebonds puissants comme on en a actuellement, puisque on reste avec des fonds de gestion et des gérants qui ont pleine possession de leur flux. J'ai répété plusieurs fois que les retraits de flux qu'on a eus ces derniers mois sont pouillemesques par rapport aux entrées de flux qu'on a eues l'année dernière. C'est-à-dire que globalement, tout le monde a été baissier pendant cette année 2022. Mais si on regarde au niveau des flux et des retraits, tout le monde est resté dedans. Donc ce qui est intéressant, c'est que énormément de gestionnaires, etc., avaient repris du cash. On avait un sentiment qui était très baissier et on a cet effet ciseau et cet effet remontada qui se met en place ensuite en utilisant un prétexte X ou Y. Là, en l'occurrence, le prétexte, c'était le scénario qu'on avait bâti ensemble, qui était l'idée de dire, voilà, à un moment donné, on va jouer à se faire peur à la récession et donc on va anticiper que les banques centrales ne pourront pas aller au bout de leur resserrement monétaire. On a poussé évidemment le bouchon un petit peu plus loin actuellement, puisque on en avait parlé dans les chroniques que je peux publier sur le site aussi, c'est la Fed qui relève de 0,75 points. Alors, quand on avait fait ça il y a 2 mois, ça avait été panique à bord. Mais là, si vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a une guidance, donc le marché finalement le marché s'y est adapté. Et l'idée, c'est que plus on relève les taux maintenant, et moins on aura des relèvements de taux futurs, puisqu'il faut bien se dire qu'on arrive à des niveaux de taux 2,5, je pense plutôt vers 3, 3,5, qui sont des niveaux max. Euh, Parce qu'à un moment donné, oui, combattre l'inflation, c'est bien, ça c'est l'argument de base, mais on sait très bien qu'en remontant les taux trop vite, trop fort, on va tirer une balle dans le pied de l'économie, ça on sait très bien. On ne sait pas trop, parce que comme c'est une inflation qui est une inflation post-Covid, qui est une inflation qui est surtout liée à un déficit d'offres, à des déséquilibres offre et demande, supply chain, guerre, et donc prix de l'énergie, on ne sait pas, aujourd'hui, si vous voulez, on ne sait pas trop dire si c'est réellement le relèvement des taux des banques centrales qui est en train et qui va impacter l'inflation. Ce que l'on voit, c'est que l'inflation est toujours à son plus haut. Oui, on a très certainement atteint le pic, ou on va atteindre le pic, et on ira vers une désinflation dans les mois à venir. Mais ce qu'il faut impérativement se dire, c'est que ça va prendre du temps et qu'on ne va pas revenir à 2% comme ça en 2 mois. On va très certainement potentiellement revenir à du 5% avant potentiellement de repartir. Parce que évidemment, si on commence à taper la peur de la récession, la peur du hard landing, à partir de ce moment-là, les banques centrales émettront d'abord une pause et puis avant de rebaisser leur taux. Et si elles rebaissent leur taux, elles redynamisent la demande. Et si elles redynamisent la demande, on n'aura pas eu suffisamment de temps pour avoir des investissements massifs
pour résorber les déficits d'offres. Et on se retrouve avec donc une remontée de matières premières, pas de manière exponentielle, de manière plus linéaire. Ça, c'est ma dernière vidéo où je vous ai montré la sinusoïdale, et il faut voir un petit peu la suite du pompon sur les prochaines années se diffuser comme ça avec une sorte de sinusoïdale. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre voilà, qu'on est dans cette construction justement de cette transition qui est durable sur plusieurs années, et à l'intérieur de laquelle on va avoir plusieurs sous-vagues. Là, en l'occurrence, on a une sous-vague où on se dit que l'inflation va rester forte, mais globalement, c'est plus un problème, elle va se résorber. La récession, on va y avoir droit, mais pas tout de suite. On voit les entreprises sont très résilientes. On voit, oui, elles vont commencer, on voit les dépenses qui commencent à se réduire, etc. Bref, on voit des anticipations. On voit essentiellement aujourd'hui des anticipations de business et d'opérateurs qui commencent un petit peu plus à se serrer la ceinture. Donc, bien évidemment que les trimestres à venir sont réellement ces trimestres-là où il va y avoir un vrai impact. Sur le second trimestre, au final, on a surtout sauvé un petit peu les patates. C'est plutôt donc sur cette fin d'année où ce sera un petit peu plus compliqué. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a passé 6 mois de l'année finalement à anticiper la hausse de l'inflation, et puis ensuite les 3 derniers mois à anticiper la baisse des résultats à cause de la récession, mais en gros c'est toujours la même chose, on a mis la charrue un petit peu avant les bœufs, et donc en fait ce que fait le marché là, avec des résultats qui sont un peu plus résilients, mais ils sont surtout résilients sur des grosses capitalisations qui sont super pondérées sur les indices, donc on a à nouveau une illusion des indices, où on a l'impression que tout se passe bien, mais bon, si vous regardez un petit peu dans le détail, il fallait pas trop il fallait pas trop décevoir le marché, parce que la sanction c'est quand même du moins 10, moins 20, moins 30%. Donc évidemment, le marché s'est attardé sur les résultats des GAFAM, mais si on regarde le reste, c'est beaucoup plus contrasté déjà, et on a déjà énormément de business qui ont moins les reins solides, et qui ont déjà des difficultés. Donc avec tout cela, c'est ça quelque part, le point principal, c'est qu'il faut bien se dire en gros que pour éviter de se faire balader, il faut bien se dire que le marché à un moment donné, il joue un alignement des planètes, et il joue à court terme l'alignement des planètes en se disant bon ben mes banques centrales, elles vont peut-être me remonter encore, la Fed va peut-être me remonter les taux encore de 0,5%, parce que ce qu'ils m'ont annoncé, c'est que voilà, c'était en gros la dernière grosse hausse de taux, donc 0,75 on n'aura plus droit, et maintenant on va continuer d'avoir des hausses des taux, mais qui vont être plus basses. Donc en gros on va avoir du 0,5 en septembre, et 0,25 en octobre, et probablement en novembre, avec les midterms, etc., on se dira hop, pause. Et on attend de voir 3-4 mois si en effet l'inflation commence à baisser, etc. Ce qui sera génial, c'est que si l'inflation commence à baisser, tout le monde va expliquer que c'est grâce à l'augmentation des taux, mais globalement si on n'avait rien fait, on ne le saura jamais, bien entendu, mais globalement, si les banques centrales n'avaient rien fait, d'une manière naturelle, l'inflation aurait baissé de soi-même, puisque l'inflation a ses propres solutions dans l'augmentation des prix. Et l'idée également, c'est de se dire, c'est surtout lié à la politique zéro Covid en Chine, et à la guerre. Donc ce sera les deux éléments pour moi qui seront importants également sur cette seconde partie de l'année, à savoir est-ce qu'on a une escalade sur ces points-là ou une détente. Et donc ça aussi, ça peut du coup accélérer une tendance de fond un petit peu de baisse de l'inflation. Mais quand on va dire baisse de l'inflation, honnêtement, ouais, on peut passer aux US, on peut passer de 9% à 6, 5% éventuellement pour fin d'année, début 2023. Et même, je dirais que c'est prématuré, mais en gros, ça peut être une target. Mais il ne faut pas croire que l'inflation va disparaître. Mais bon, on en a déjà suffisamment parlé. Ce qui va m'intéresser là maintenant, c'est qu'on a les résultats, donc du coup, le marché s'ajuste par rapport à la résilience des entreprises. Il avait anticipé qu'elles seraient moins résilientes, elles sont plus résilientes, du coup, il s'ajuste. Ça ne veut pas dire que l'inflation est terminée, ça ne veut pas dire que la récession est terminée, ça ne veut pas dire que le marché ne se soucie plus de rien et que la hausse des taux des banques centrales est terminée. Non. Non. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marché, à un moment donné, voilà, il joue un ajustement par rapport à la réalité. Mais maintenant, il va se remettre à se projeter sur la fin de l'année, et en se projetant sur la fin de l'année, il va se rendre compte que l'inflation va baisser, oui, mais pas très vite.
il va se rendre compte que la récession va arriver, mais comme on l'a vu là, elle va arriver, mais de manière crescendo également, et les vrais impacts vont arriver sur le troisième, quatrième trimestre. Que ce soit l'impact du dollar fort également, on le voit sur les pays émergents, surtout ceux qui ne sont pas producteurs de matières premières et donc qui commencent à faire des appels du pied au FMI, on le voit avec le Sri Lanka, etc. Mais globalement, vous avez une multitude de pays émergents aujourd'hui qui ont une dette qui est en dollars, le dollar a énormément augmenté, elles importent leur énergie en dollars, même problématique que pour l'Europe, sauf que l'Europe est un peu plus solide. Et surtout à une dette qui est libellée en euros et on imprime des euros, donc c'est toujours la même problématique, alors que les pays émergents ont essentiellement une dette en dollars. On l'a vu, donc on a cette crispation. Donc tout ça, évidemment, ça renforce également la décroissance d'un point de vue mondial. Donc on ne parlera pas nécessairement de récession. Alors le PIB américain est ressorti pour le deuxième trimestre consécutif négatif, donc officiellement c'est de la récession. Après, si vous regardez à l'intérieur, c'est essentiellement la balance commerciale, une nouvelle fois, qui impacte cela. On ne rentre pas dans le jeu des définitions, etc. Ça ne sert absolument à rien, si ce n'est à se faire mousser pour ne rien dire, parce que ça ne nous rapporte rien en tant qu'investisseur. Ce qui est important, c'est de se dire, il n'y a pas de récession aux US. Alors oui, le PIB est négatif, etc. Mais à ce stade-là, vous n'avez pas de récession. Vous le voyez dans les chiffres, etc. On joue le fait qu'il n'y a pas de récession. Par contre, ce qu'on va jouer dans les mois à venir, c'est qu'il va y avoir une décroissance plus ou moins forte. C'est ça qu'on va jouer. Et d'ailleurs, vous regardez ce que vous avez à l'écran, c'est l'obligataire, c'est un tracker obligataire, c'est-à-dire que quand le tracker monte, ça veut dire que les taux baissent. Si les taux américains baissent, je rappelle, il y a même pas 3 mois, les taux américains, c'était la panique. Tout le monde regardait ça à la seconde près et on jouait derrière les valeurs technologiques en fonction de comment bougeait le taux à 10 ans américain. Donc là, en l'occurrence, ce que l'on voit, c'est que, et c'était ce dont on s'était parlé, c'est qu'on avait cette construction en épaule tête épaule, inversée. On a fini par casser par le haut et vous le voyez, on ne fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre la tangente. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que dans un premier temps, on se dit chouette, baisse des taux, ça veut dire que je vais avoir droit à ma récession. En tant que marché, je pense qu'on va avoir droit, peut-être pas à une récession, mais en tout cas à une décroissance forte. Qui dit décroissance dit que mes banques centrales ne vont pas pouvoir aller au bout. J'ai mes taux à 10 ans qui baissent, donc je peux revaloriser à nouveau mes valeurs tech un petit peu plus cher, puisque mes profits futurs valent un petit peu plus que mes profits actuels. Et pour autant, ce que l'on voit aussi, c'est que les valeurs cycliques ont bien rebondi, elles aussi. C'est pour ça qu'il faut faire le rapprochement avec les flux. Il faut faire le rapprochement avec le fait qu'on a eu très peur de la récession et le marché s'est ajusté de manière violente. Et là, en fait, ce qu'on a, c'est un retour à la moyenne, un retour de l'élastique, parce qu'on s'est dit, on y est peut-être allé un petit peu trop fort. Peut-être qu'on ira en effet dans ce scénario qu'on avait pricé en mode noir, mais dans 6 mois. Là, en l'occurrence, c'est peut-être un petit peu trop rapide. Donc, on va y aller, on va certainement y retourner, mais de manière plus lente, plus crescendo. Et donc, en attendant, vous avez l'ajustement avec le retour à la moyenne. Donc ça, voilà, c'est ça pour moi qui est important. Et donc, je regarde mon taux à 10 ans. Mon taux à 10 ans, le fait qu'il monte comme ça en mode exponentiel, ça veut dire que j'ai un marché qui commence vraiment à pricer le fait qu'on va avoir droit à un hard landing, à une décroissance assez forte. Si mon marché il joue ça, et il continue de jouer ça, il y a un moment donné où mes cycliques ne peuvent pas vraiment tenir. Parce que mes matières premières, globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire baisse de la demande. Donc ça veut dire qu'on va vraiment commencer à acter la baisse de la demande et vraiment commencer à acter que les cycliques ne peuvent pas tenir le rythme. Donc, faire un petit peu plus attention sur les valeurs cycliques. Ce qui va nous intéresser, c'est très certainement que, je pense pas, j'ai pas le bon truc. Moi, je suis pas un adepte des trucs. Alors, j'aime bien les trucs qui font ça, mais je suis pas un adepte des trucs qui font que ça. J'y crois pas trop. Les probabilités sont quand même assez faibles, donc je pars du principe qu'en règle générale, on fait un truc comme ça, et après, on va construire un petit peu, et on aura une congestion dans ce sens-là. Donc là, il y aura deux choix. C'est-à-dire qu'on va vers un marché qui va temporiser à un moment donné, parce qu'il aura joué le scénario « Oh mon Dieu », il aura joué le scénario « Oh mon Dieu », on va peut-être y avoir droit, mais peut-être pas tout de suite. Donc en attendant, je me remets au milieu.
Et petit à petit, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le scénario « Oh mon Dieu », petit à petit, on va s'en convaincre et on va y aller plus crescendo. C'est-à-dire, c'est la sinusoïdale que je vous ai montrée, c'est toujours la même chose et on le retrouve dans la psychologie des foules et on le retrouve partout. C'est-à-dire que vous avez un mouvement brusque, le retour à la moyenne, et ensuite, sans que le scénario ait vraiment changé, en fait, c'est l'incertitude qui a été créée, le choc, la surprise, l'effet de surprise qui vous crée le gros mouvement de volatilité. Et ensuite, on est au courant du risque, et vous avez beau finalement tendre vers exactement la même chose qui a fait peur le premier coup, comme maintenant on est au courant, il y a moins l'effet de surprise, en fait on va petit à petit réajuster les valorisations au fur et à mesure. Et on ne va plus le faire de manière nette, en mode peur, comme quand vous faites, quand il y a un signe noir, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, une guerre, une météorite, un truc, un machin, un séisme, et donc vous avez les ajustements qui se font très rapidement. Et ensuite vous avez le retour à la moyenne, et petit à petit, en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on revient finalement aux valorisations qu'on avait eues dans la panique, mais on y revient en fait dans un laps de temps beaucoup plus long. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Là, ce qui m'intéresse pour moi, donc, c'est que les taux continuent de baisser, mais pour autant, regardez, hein, ça reste une tendance baissière. Donc pour moi, l'inflation n'est pas terminée. On y reviendra par à coup. Pour autant, ce n'est plus le sujet numéro 1, déjà depuis très longtemps. On en a parlé déjà depuis 3 mois. Sujet numéro 1, c'est la récession. Et donc savoir, c'est quand est-ce qu'on se la prend, et surtout, quelle force elle aura, et quelle durée elle va avoir. Parce qu'on peut très bien se prendre une récession, une petite récession, et qui va durer 6 mois, et ensuite on repart comme en 40 avec du soutien. Donc ça, c'est les différents scénarios qu'il va falloir entrevoir et globalement que le marché va nous aider à entrevoir. Donc là, pour moi, le marché, il joue le côté récession. Mais si les taux commencent à baisser de manière trop ferme, et là, en l'occurrence, je dirais, vous voyez, dépasser la zone des 106, 107, et qu'on rentre dans le côté vraiment exponentiel et en mode poussé trop vif comme ça veut dire qu'on a vraiment peur d'une dégradation rapide de l'économie à venir, ou qu'il y a un élément X ou Y qui arrive, une escalade de la guerre, même si j'y crois pas, peu importe. Bref, la coupure du gaz, même si je pense que ça aurait dû être fait si ça devait être fait. On va bien entendu prétexter qu'il y a une vanne, un truc, un machin qui marche pas pour réduire les vannes et enquiquiner, mais au-delà de cela, voilà, on ne fait pas de la coupure brute, c'est de la sémantique après bien entendu, hein. Les faits sont les mêmes, mais bon, on a laissé quand même le temps à tout le monde de remplir les cuves, et on verra bien la suite. Et je pense qu'on tendra vers la fin de l'année, de toute façon, vers une espèce de négociation, on aura l'occasion d'en reparler. Mais tant que voilà, on ne fait pas quelque chose comme ça, c'est pas le mode « Oh mon Dieu, la récession va arriver vraiment comme une balle ». Et donc, si on fait ça, pour moi, on sauve qui peut sur les cycliques. Hein, on évite les cycliques. Alors là, elles font un très bon rebond, etc., bien entendu, mais ça reste du prorata. Ça n'inverse absolument pas les tendances de fond qui restent baissières. Maintenant, là aussi, hein, vous le voyez sur le taux, alors je passe beaucoup de temps sur le taux à 10 ans, mais parce que pour moi, ça continue d'être l'indicateur de cette année 2022 de transition qui nous permet un petit peu de voir la suite. On n'est pas à l'abri de faire un petit pullback comme ceci, où tout le monde nous expliquera que à ce moment-là, quand on fera le pullback, tout le monde nous expliquera, ben vous voyez, je vous l'avais dit, l'inflation, au prochain CPI, je vous l'avais dit, l'inflation, le pic inflationniste, etc., voilà, on va rester dans une inflation très élevée pendant très longtemps. Bah oui, ça semble logique. Donc, un à-coup. Donc, on va continuer pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois, de revenir à un moment donné sur, oh mon Dieu, l'inflation, et on fait un à-coup. Mais pour autant, on n'inverse pas la tendance. C'est-à-dire que pour vraiment que l'inflation redevienne l'ennemi public numéro 1, c'est-à-dire qu'on se dit, ah ben merde alors, les banques centrales qui ont remonté les taux, ça n'a rien fait à l'inflation. Les prix des matières premières sont en train de remonter en flèche, pour des raisons X ou Y, hein, guerre, Covid, Chine, ce que vous voulez. Mais pour moi, voilà, je ne me prends pas trop la tête. C'est-à-dire que si on refait des trucs comme ça, là, scénario inflation qui reste très élevé et perte de confiance dans les banques centrales. Les banques centrales ont relevé le taux, on le sait, hein, mais globalement, c'est quand est-ce que le marché s'en rend compte.
euh, et ça sert à rien globalement parce que on n'impacte pas 50% de l'inflation qui est la hausse des prix de l'énergie. Par contre, on va impacter le moral du consommateur, le moral du chef d'entreprise, qui vont donc en anticipation moins consommer, et le moral évidemment de l'immobilier qui reste, je le rappelle, le marché avec la part de PIB le plus important, je crois que c'est 20% aux États-Unis. En France, ça doit être 25 potentiellement, je ne sais plus les chiffres en tête. Mais bon, si vous prenez toutes les ramifications de l'immobilier, évidemment, c'est gigantesque. Donc, on se rend bien compte après que les gouvernements, au-delà de la crise, etc., savent qu'ils peuvent tirer évidemment sur l'immobilier pour éviter la surchauffe, mais ils ne peuvent pas non plus aller jusqu'à casser l'immobilier parce que c'est une grosse part quand même de la croissance. Et on va avoir besoin des recettes fiscales et on va avoir besoin quand même de croissance future si on veut pouvoir continuer justement de s'endetter pour investir et de garder un petit peu le schmilblick. Donc voici l'idée globalement pour moi. Ce sera plus tendre ici et aller consolider. Et ensuite, si on sort par le haut, c'est oh mon Dieu, la récession arrive, attention au cyclique. Si on casse par le bas, c'est oh mon Dieu, l'inflation ne descend pas, la Fed, c'est des couillons, ils servent à rien. Et globalement, ça sera le bouc émissaire choisi, évidemment, c'est toujours pareil. Et on évitera de se responsabiliser au niveau des politiques, puisque avant tout, aujourd'hui, l'impact inflationniste est avant tout une question de politique fiscale notamment, sur la suite. Les prochains mois seront très importants. Donc ce qui va nous intéresser, voilà, c'est ça. Et donc si on recasse par le bas, oh mon Dieu, l'inflation va rester durablement haute, etc. On ne s'en tire pas, stagflation et valeur tech, c'est plus jojo. Donc on arrête. Bon, il y a fort à parier, je pense qu'on va être un petit peu dans du zigzag encore quelques mois. C'est-à-dire que là, on a fait oh mon Dieu l'inflation. Là, on fait bon, l'inflation, c'est pas l'ennemi public numéro 1, c'est peut-être la récession, mais on n'est pas encore en mode oh mon Dieu la récession, c'est plutôt donc de la décroissance. Et après, on va se retrouver dans une espèce d'entre-deux-mondes, stagflation en gros, en attendant qu'on sorte par le haut ou par le bas et qu'on choisisse réellement notre voie. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de dire que l'année 2022 c'est une année de transition, et ça ne veut pas dire temporaire, transition, je le répète à chaque fois, mais c'est pour moi très important. Donc voilà, j'ai fait tout un laïus là-dessus, mais c'est pour moi important parce que c'est là-dessus qu'on va baser la psychologie, et c'est sur notre psychologie évidemment qu'on va éventuellement prendre des anticipations ou pas, et c'est ce qui nous pousse derrière à dire la bourse c'est n'importe quoi en règle générale parce que on a loupé le rallye, ou on est en short. Donc l'idée, c'est pas de dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. L'idée, c'est de bien comprendre que dans une dégradation long terme éventuellement des tendances, vous pouvez avoir des phases de rebond, surtout quand vous aviez un sentiment aussi baissier, que vous avez encore toujours énormément de cash dans les différents fonds. Voilà, il n'y a personne encore qui souffre aujourd'hui. On a peur de la récession, mais il n'y a personne qui en souffre réellement aujourd'hui. Donc c'est ça qui est important et de bien comprendre, c'est qu'un marché, c'est également des liquidités. Tant que et ça sera, je sais pas, admettons le scénario noir où on se tape vraiment une grosse récession, mode dépression, etc. On n'arrive pas à s'en tirer, pas du soft landing, ça dure, etc. Les gens perdent leur emploi, retirent leurs billes de la bourse, etc. Et vous aurez beau avoir à un moment donné la recovery, le fait qu'on sent bien que c'est en train de revenir, et comme il n'y aura plus suffisamment de flux sur les marchés, les remontadas seront beaucoup plus réduites, beaucoup moins volatiles, beaucoup moins fortes. Et en fait, le retournement haussier des tendances boursières mettra beaucoup plus de temps à se mettre en place, parce qu'il faudra regagner des flux. Donc ça, ne sous-estimez jamais l'importance des flux dans les mouvements. Et c'est pour ça, très souvent, il y a des gens qui me demandent pourquoi je n'ai pas joué plus de ventes à découvert, etc. cette année. C'est bien comprendre que d'une part, j'ai un petit peu moins de temps et ce genre de choses-là, et je préfère jouer long d'ordre général. Mais qui plus est, c'est bien de se dire que tant que vous êtes dans des marchés comme ça, certes, qui sont dégradés, baissiers, vous savez que vous avez encore des flux, donc vous savez qu'à un moment donné, vous allez avoir un alignement des planètes et vous allez avoir de la volatilité à la hausse. Donc vous pouvez 20, 30, 40% de hausse sur certaines actions qui peuvent arriver en quelques jours, quelques semaines, comme ça.
Et donc du coup, c'est se concentrer derrière pour pouvoir faire autre chose, évidemment, et pas essayer de jouer tous les coups ou tous les à-coups, ce qui peut être usant. C'est quelque chose qui est important de faire. Je pense qu'on est au début, qu'on essaye de construire son capital. Une fois que son capital est construit, c'est important de savoir ne pas jouer tous les coups, et justement de se réserver, se prendre du recul et de pouvoir prendre le temps justement de surtout se concentrer sur les gros coups, et pas jouer tous les petits coups, ce qui devient fatigant et usant et qui à un moment donné peut justement nous faire louper la grande vague. Donc on attend, quand le capital est construit, ce qu'on cherche, c'est les grosses vagues. On ne fait plus toutes les petites. Quand je devais construire mon capital, je jouais tout. J'avais plus de temps aussi, c'est d'autres paramètres, énormément. Au niveau du pétrole, donc notre pétrole est venu chercher notre support, il revient chercher une zone de résistance. C'est neutre, hein, comme on en a parlé ces derniers temps. Je veux dire, vous avez les 110 $, vous avez les 90 $, là, et au milieu, c'est de la zone de neutralisation. Il n'y a pas de raison, comme je vous ai dit, il n'y a pas de raison que le Brent se crache complètement, tant que on n'a pas un soulagement sur la guerre et que globalement on n'a pas aussi une peur sur la récession, une peur beaucoup plus forte, c'est-à-dire il faut bien mettre le curseur entre décroissance, ok, on va en effet pagayer, etc., et puis récession dure. Donc là, le curseur a été ramené quand même de oh mon Dieu, récession dure à ok, décroissance. Okay, et puis bon, je rappelle, on fait souvent la différence entre ce que l'Europe peut prendre et ce que les US peuvent prendre. Le marché directeur reste les US, donc on reste concentré essentiellement sur le sentiment de marché américain pour un petit peu plus avoir les flux en tête. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est globalement que c'est neutre. Donc pour moi, on est en attente de la suite. Et donc là aussi, si le marché à un moment donné prend peur et veut vraiment jouer le fait que la récession sera plus dure que ce qu'on croit, les matières premières et le pétrole également retendront vers leur support. Ce qui nous permettra de dire l'inflation baisse, mais pas grâce à la Fed, grâce à la baisse du prix du pétrole. Et également, les banques centrales vont devoir un petit peu tarder. Et puis on baissera au niveau des taux longs. Bien faire la différence entre les taux courts qui sont régis par les banques centrales et les taux longs, même si pour moi ils sont quand même administrés, mais ça c'est pour l'idée. On va regarder un autre élément également, c'était jusqu'à présent l'or était en mort cérébrale. L'or était en mort cérébrale parce que l'idée évidemment c'était de se dire si on a une baisse de l'inflation, etc., c'est pas intéressant. Là, maintenant, ce que l'on a, c'est non seulement une peur un petit peu de la décroissance et de la récession, mais du coup, cette peur de la décroissance et de la récession pousse évidemment à penser que les banques centrales vont devoir stopper leur resserrement monétaire plus tôt que prévu, donc on avait anticipé grandement, et donc on fait un retour à la moyenne, puisque le pire n'advient pas. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que avant que les banques centrales baissent les taux et redeviennent accommodantes sur de la planche à billets, ce qui sera favorable à l'or et à l'argent, il va y avoir une période de pause. Et je pense que c'est cette période de pause qu'on va certainement commencer à jouer partout, hein, sur tous les actifs, ces prochains mois. C'est-à-dire qu'on a eu la baisse, on a le retour à la moyenne, on va avoir le pullback, et ensuite on va y avoir une espèce de temporisation, congestion. Et ça sera la pause. En attendant, justement, de se dire, est-ce que on relance le resserrement monétaire, mais à mon avis, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc c'est pas ça qu'on va faire. Ou on redevient accommodant parce qu'on aura tiré un petit peu trop vite, un petit peu trop fort, et qu'on aura cassé un petit peu les roues arrière du vélo de l'économie. Et on sait très bien que malheureusement, depuis une vingtaine d'années, sans interventionnisme des États et des banques centrales, on a besoin de ces petits trous arrière. Et on va continuer d'en avoir besoin très certainement. Il n'y a pas de raison que le monde d'après-Covid, soudainement, soit capable de soutenir l'économie par lui-même. Non, je pense qu'on aura et on devra continuer d'avoir un interventionnisme encore plus fort des banques centrales. C'est l'engrenage, et quelque part, je dirais que ce que fait la banque centrale japonaise
est un bon exemple anticipé de ce qu'on aura certainement droit dans les 10 années à venir. Donc là, pour moi, alors, on a une bonne réaction bien forte, ok, mais on n'a pas de retournement de marché encore. Donc il faut éviter de s'emballer et il faut bien comprendre que tout ça, ça va avoir besoin de temps pour construire. Même sur l'argent, on a un bon boost, on le voit, bon, on peut tracer les obliques un petit peu différemment. On est en train d'aller chercher les résistances, mais après, on va avoir des congestions. Ce qui va vraiment nous intéresser derrière, c'est des choses un petit peu plus construites. Alors là, c'est pas trop construit, c'est plutôt en mode oh mon Dieu, la récession, et donc les banques centrales qui stoppent très rapidement et qui redeviennent accommodants très rapidement. Voilà, il va falloir bien faire la différence entre ce que le marché anticipe, parce que le marché peut anticiper ce qui se passe déjà dans un an. Mais de la même manière qu'on avait anticipé déjà la récession et l'impact de l'inflation sur les entreprises, etc., vous avez un retour à la moyenne à un moment donné, parce que on va trop vite. Le marché va trop vite par rapport à l'économie. Certes, l'économie a accéléré dans ces cycles, mais pas tant que ça. Donc pour moi, c'est ça qu'on est en train de jouer, et c'est pour ça qu'il ne faut pas en perdre notre latin. C'est bien de comprendre que le marché, il a une vision, et il décide de jouer ce qui va se passer dans un an, mais après, de temps en temps, il a des à-coups et il revient à « oui, ok, mais je suis peut-être allé trop vite en musique. Avant de jouer ce qui va se passer dans un an, je dois jouer ce qui va se passer dans 3 mois. » Et une fois qu'on a joué ce qui se passe dans 3 mois, ben on rejoue ce qui va se passer dans un an. Et puis on revient. En permanence, donc, on s'ajuste. Derrière, il y a toujours énormément de flux, ce qui fait que pour moi, on continue, vous le voyez, dans des mouvements qui sont volatiles. Alors pour trader, évidemment, c'est très appréciable, mais je pense que on va tendre petit à petit justement vers des constructions qui vont réduire cette volatilité. Donc pour trader, ça va devenir moins intéressant et on va être en gros peut-être dans des marchés un peu plus en attente. Ça nous permettra peut-être de nous reposer un petit peu, on verra. Je pense que ça sera intéressant de voir ça à partir peut-être d'octobre, novembre. On verra la suite. Je laisse les gérants rentrer en septembre pour éventuellement s'exciter un peu, parce qu'on en avait parlé, cette histoire de flux, c'est bien de se dire que la majorité des gérants ont une très mauvaise performance. Et qu'est-ce qui vous reste pour essayer de récupérer votre performance sur la fin de l'année? De jouer des VAD? Non, pas vraiment. Vous pouvez pas, il reste pas grand-chose à gagner globalement. Et donc c'est plutôt de redevenir très agressif à l'achat. Et je pense que les mouvements que l'on a dans une période estivale, où certes les carnets sont un petit peu plus creux, mais quand même les volumes sont pas dégueux non plus, hein. C'est ça, clairement. On est dans un monde aussi rattrapage, parce qu'il y avait énormément de cash à côté, dans les coffres, et on essaye de récupérer un petit peu de la perf. Je veux dire, n'oubliez jamais qu'un gérant, il est humain. Et ça lui fait d'autant pas plaisir d'avoir une mauvaise perf, il essaye de se récupérer aussi, et des fois c'est comme ça qu'on s'y met un peu plus dedans, mais parce qu'il sait très bien que globalement, sur des années comme ça, c'est là où il peut perdre de la clientèle. Donc il peut pas se permettre de faire moins bien que le marché déjà, il peut pas se permettre de faire moins bien que éventuellement son benchmark. Donc à partir de sinon, les clients, je veux dire, ils sont bêtes et méchants. Malheureusement, je dirais que les gens choisissent aussi mal leurs actions que leur SICAV ou fonds de placement, puisqu'ils regardent les performances sur l'année d'avant ou les 3 dernières années, et globalement, si ensuite il y a une mauvaise année, ils vont essayer de regarder le voisin ce qu'il a fait, et ils vont aller chez le voisin. Or, une performance sur 1 an, sur 3 ans, et je dirais même sur 10 ans, ça ne veut absolument pas dire que sur la prochaine année, les prochains 3 ans et les prochains 10 ans, le mec sera capable de retourner exactement la même performance. Donc c'est pas suffisant globalement pour se faire véritablement une idée d'une performance globale d'un gérant dans tous les cycles et dans tous les environnements de marché. Évidemment, quand le marché est haussier en ligne droite, tout le monde est fort. Mais pour moi, c'est dans les marchés baissiers justement où on va reconnaître la vraie compétence des investisseurs. Et leur capacité d'être justement actif quand il le faut. Parce que quand on est en marché haussier, globalement, il n'y a pas besoin d'être actif. Au contraire, c'est être passif qui va le plus payer. Par contre, quand vous êtes dans des marchés comme ça, erratiques, en mode transition, donc avec beaucoup de volatilité intrinsèque et des intervagues, c'est là où globalement la compétence et l'activité vont vous permettre de surperformer.
Et c'est sur ces années-là, pour moi, où si vous êtes capable de surperformer le marché, de moins perdre, voire de gagner, c'est sur des années comme ça de marché baissier, en fait, que vous vous rendrez compte que vous faites nettement la différence. C'est pas sur des marchés haussiers. Sur des marchés haussiers, globalement, tout le monde a la même perf. C'est vraiment sur des marchés baissiers qu'on fait la différence. Et conserver son capital au lieu d'en perdre 20% sur un marché comme ça actuellement, et ben quand les marchés haussiers vont redémarrer, vous allez réinvestir tout votre capital, alors que d'autres vont commencer avec 20% de moins, voire 30%. Et donc tout de suite, vous vous rendez compte que même si vous avez moins de performance que eux dans la remontée, et dans le marché haussier, ils vous rattraperont que très tardivement, voire jamais, juste parce que pendant 1 an ou pendant 2 ans de marché baissier, vous avez surperformé. C'est là où la différence se fait. Je ne cesse de le rappeler. Savoir acheter, c'est pas la compétence essentielle en bourse, c'est savoir vendre. C'est là-dessus qu'il faut travailler et ça se passe surtout dans la tête. Donc, on va finir par en arriver, tiens, un petit coup de blé, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé, matières premières agricoles, donc guerre en Ukraine, terminé, hein. Ça n'existe pas, c'est terminé là-dessus. Donc on a gommé, vous voyez, toute l'inflation, tant mieux pour les pays émergents, pour la famine dans le monde, tout ce que vous voulez. Donc on en est là. Et puis, bon, bah oui, ça peut devenir un petit peu erratique, mais globalement, il y a encore pour un petit moment où ensuite ça recommencerait à remonter, mais de manière plus linéaire, l'exponentielle est terminée. Donc ça, c'est l'excès, hein. C'est l'excès, vous voyez, pouf, vous avez l'élastique dans l'autre sens, et puis petit à petit, on va avoir des vagues beaucoup moins importantes. J'ai mon euro-dollar aussi qui va nous importer. Le dollar est très fort. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange même pas les Américains. Ça n'arrange pas les sociétés américaines. On l'a vu, pas mal de sociétés américaines commencent à souffrir d'un dollar fort de par leurs activités exportées, bien entendu. Donc après, il y a le dollar qui est fort vis-à-vis de tout un tas de monnaies, et puis après il y a l'euro qui est, on va dire, plus faible que le dollar. Enfin bref, c'est toujours pareil. On peut se dire que le dollar faiblit globalement comme toutes les autres monnaies, c'est la dévaluation, et donc c'est lié, c'est ce qui crée l'inflation. Mais finalement, le dollar est moins faible ou faiblit moins qu'un euro par exemple. Là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on stoppe globalement l'hémorragie à ce stade-là. C'est toujours une tendance baissière. Et ce qui nous intéressera, c'est la capacité de l'euro de pouvoir remonter au-dessus des 1,03 et éventuellement de construire dans cette zone-là. Et on pourra valider un petit peu, ouf de soulagement, on stoppe l'hémorragie. Ça permettra aussi de résorber un petit peu l'impact des matières premières sur les économies et de souffler un petit peu plus. Mais la tendance reste baissière. Il faut juste s'attendre certainement à encore de la volatilité. Et cette fin d'année 2022 sera l'occasion de voir si on est dans la capacité de construire. Vous voyez ce niveau des 1,01 là, c'est le support. Si vous cassez ça, on va chercher en dessous de la parité et on rejoue à se faire peur. Alors ça peut venir d'une escalade en Ukraine, etc. De différentes façons. Ce qui m'intéressera, c'est au fil de l'année, si on arrive à refaire un truc comme ça et à stabiliser là, éventuellement il y a des flux qui sont aux US qui peuvent du coup revenir sur l'Europe. Donc c'est là où on peut éventuellement retrouver un petit peu de performance, voire de surperformance sur des valeurs européennes. Mais si on a peur de la récession, au-delà de la guerre, si on a vraiment peur de la récession, etc., il y a beaucoup trop de valeurs cycliques dans les indices européens pour qu'ils soient capables de surperformer. Donc ça sera ça le péché mignon sur les prochaines semaines. Et donc on va finir par faire un petit coup sur les indices. Donc le CAC 40 qui a bien boosté cette semaine, donc il faut dire quand même qu'on avait cassé ici, on booste, consolidation à plat, ça veut dire que c'est toujours fort, hein. Quand vous ne faites pas un truc comme ça, etc., ou vous ne faites pas une conso assez forte après une poussée, quand vous faites des consos à plat comme ça, vous pouvez vous dire qu'il y en a encore sous le pied, et que donc l'idée c'est de jouer une nouvelle poussée. Donc là on n'a pas lésiné, on a cassé cet oblique ici. Donc on pousse une nouvelle fois, on a regapé, c'est pas un petit gap, hein, c'est un gros gap, et on n'a même pas cherché à le refermer en cours de séance. Donc
ça reste puissant. On reste sur du mouvement puissant. Regardez les volumes, c'est pas anodin. On arrive sur la fin du mois de juillet. Euh, alors c'est la dernière séance du mois, etc. Bien entendu. Mais voilà, c'est quand même pas anodin. Et donc c'est le rebond prolongé. Maintenant pour moi, l'objectif est atteint. C'est-à-dire que c'était le scénario, on a joué à se faire peur, je vais pas forcément profiter autant que j'aurais dû profiter, etc. Et ça, fait partie du jeu. On en laisse toujours sur la table sur ce genre de trade-là, parce que on a beau avoir ça en scénario, on n'est jamais certain, surtout avec des gros portefeuilles, etc. On hésite quand même, parce qu'on s'est quand même fait balader pendant plusieurs mois, et ça tape sur le système à force. Donc c'est normal, il ne faut pas se flageller, etc. Il faut juste être voilà, satisfait d'avoir participé globalement et d'en avoir profité à minima. Maintenant, ce qui se passe maintenant, ben, je ne sais pas. C'est-à-dire que pour moi, il y a des moments où vous avez des probabilités supérieures de jouer un scénario. C'était le cas, jouer le rebond prolongé. Et puis après, vous arrivez sur des moments là où je ne sais pas si on peut prolonger encore jusqu'au 6006, si on va stagner ici et on va juste faire de la conso à plat et potentiellement pousser un petit peu plus tard, ou si c'est le point haut et dès la semaine prochaine, on recommence en mode « Oh mon Dieu, l'inflation est toujours là, oh mon Dieu, la récession, oh mon Dieu, on va tous mourir ». Et on refait un truc comme ça. Je sais pas, j'en sais absolument rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments de marché où ça ne vaut absolument pas le coup de jouer aux devinettes. Donc là, on est rentré dans un niveau, pour moi, où je ne joue pas aux devinettes. C'est-à-dire que tant qu'on va être au-dessus des 6260 points, je reste positif. Oui, à un moment donné, il faudra bien reprendre son souffle, oui, bien entendu. Mais tant qu'on reprendra son souffle juste en refermant ce gap-là et potentiellement en restant au-dessus des 6260, c'est de la reprise de souffle. Et 6340 points aussi, que je trouve intéressant en support, hein, c'est cette zone de fermeture de gap. Et éventuellement, derrière, ça relance. C'est ça qui va m'intéresser. Si je continue de monter, tant mieux, je continue de surfer la vague. Si je consolide comme ça, tant que je tiens 6340, pour moi c'est encore positif et éventuellement je tenterai de refaire des accumulations pour jouer le second effet qui se coule. Et si je perce ça, j'ai les 6260 entre guillemets. Et si je commence à casser ça, c'est pas encore fini, c'est pas encore la fin des haricots, mais je passe plutôt en mode à nouveau neutre, je fais un peu plus attention, etc. Et je ne rentre pas comme un bourrin. Mais voilà, globalement, c'est comprendre aussi qu'un marché, c'est fait comme ça. C'est fait justement dans des idées où on est, à un moment donné, dans des probabilités supérieures, et puis après, on est en attente. Donc, rebond prolongé, il peut encore se prolonger jusqu'au 6005, 6520, vous le voyez, et ensuite cette zone-là, pour moi, qui sera la plus importante, 6600. Après, pousser plus haut, ça serait de l'excès, et plus on pousse haut, plus il faut s'attendre à un moment donné au retour de bâton. Mode retour à la moyenne, classique. Donc voilà, donc là, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vivre un petit peu séance après séance, et de voir comment on va digérer cette affaire-là. Et si on le digère bien, de manière saine, c'est plutôt positif pour la suite, et éventuellement pour se dire, si on arrive à conserver cette zone-là, à un moment donné, si on rejoue un break, aller chercher cette zone des 6006 en mode target final. Et puis après, on verra la suite, bien entendu. On commentera la suite. Mais bon, globalement, pour moi, alors, en court terme, et en très court terme, évidemment, cette zone des 6004, mais sinon, en court terme, pour moi, cette zone des 6340, et jusqu'à cette zone des 6260 à peu près, qui est vraiment la zone de soutien. Et après, voilà, on peut pousser un petit peu, mais je m'attends plus à du mode zigzag et de la construction qui resterait dans la zone. Je trouverais ça sain, ce qui permet de recréer une congestion dans cette zone-là. Et après, il faut savoir où on en sort. On en sort par le haut, on va chercher jusqu'à la moyenne mobile 200, 6006, etc. On en sort par le bas, il faut redevenir prudent. Mais c'est pas non plus la fin des haricots, mais on redeviendra prudent. Et globalement, voilà, c'est bien l'idée de se dire, je le répète, que jouer ce rebond prolongé, il peut encore continuer potentiellement, on le voit, on en a parlé, mais c'est bien de se dire que ça n'altère absolument pas le fait qu'on reste dans des tendances de fond dégradées. Donc on n'est absolument pas surpris si à un moment donné le marché décide de redégueuler pour une raison X ou Y. Ça fait partie du jeu où voilà, on sait très bien qu'on joue des sous-vagues. Et la vague de fond, pour l'instant, on ne sait pas dire.
je ne sais pas encore dire à aujourd'hui si on est en train de construire quelque chose qui aura la capacité de retourner la dégradation de marché et donc de relancer la tendance haussière. C'est trop tôt encore aujourd'hui et en fait ce qui va me permettre petit à petit de me donner des indications, c'est la construction éventuellement que l'on va faire, d'une manière saine ou pas. Au niveau du Nasdaq, c'est la même chose, c'est la même idée, rebond prolongé, on est en train d'arriver donc sur zone de résistance, mais vous le voyez, on n'a pas le marché qui est en mode « Oh mon Dieu, résistance et je vends tout ». Je veux dire, on voit qu'il y a quand même un changement de paradigme par rapport à ce qu'on a connu précédemment, c'est-à-dire oui, on a eu des rebonds puissants auparavant, mais on avait aussi pas mal de portes de saloon dans la même séance ou la séance d'après. Là, c'est plus le cas. C'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que certes, on commence à taper sur des niveaux de résistance, mais on sent que les vendeurs s'enfuient pas et que les acheteurs s'enfuient pas et que les vendeurs reviennent pas non plus à la charge. Alors certes, il faudra bien souffler, potentiellement revenir sur cette zone des 12 006 là, 12 005 pour éventuellement chercher du soutien. Mais voilà, pour moi, on reste en mode rebond prolongé jusqu'à preuve du contraire. On peut consolider, mais jusqu'à preuve du contraire, au-dessus des 12 100, 12 002, je vais rester positif. Et a fortiori, au-dessus des 12 006, 12 005. Et ce qu'on joue, c'est éventuellement peut-être un petit pullback comme ça, et on essaye de percer. On essaye de percer les 12 009 pour aller chercher potentiellement l'ancien niveau ici qui avait servi de support aux alentours des 13 100. Ça peut être un niveau intéressant et après on peut faire la conso plus tard. Donc là, vous voyez, la partie que je ne sais pas dire, c'est est-ce qu'on consolide maintenant pour repartir plus tard ou est-ce qu'on continue de pousser pour consolider plus tard? Ça, ce n'est pas dans mon contrôle, je ne sais pas. Donc, tant qu'on reste au-dessus d'un certain nombre de niveaux, et là, je dirais à très court terme, au-dessus des 12 550, moi, je vais rester positif. 12 500, je reste positif. Si on revient sur ces 12 500 et qu'on les tient, c'est du pullback, et je jouerai éventuellement des achats. Donc, je ne voulais pas faire trop d'actions cette semaine, parce que, mis à part dire... c'est haussier, ça s'est retourné, tiens, c'est en train d'arriver sur résistance, etc. C'est pas, je trouve, voilà, pédagogiquement, etc., c'est peut-être pas le plus intéressant. Par contre, ce qui moi m'intéresse quand même, c'est que si je regarde quelques valeurs tech, alors c'est des valeurs tech, batterie et compagnie, survalorisées, blablabla, on peut dire ce qu'on veut, après ça dépend de votre horizon de placement, et dans 5 ans peut-être que là-dedans il y a des futurs mastodontes. Mais quand même, quand je vois les configurations que l'on a ici, pour moi, c'est là où je vois quand même, je me dis, ma casquette prudente me dit, attention, je suis dans un rebond prolongé et pour l'instant, je ne peux pas encore dire si en effet on est en train de changer le paradigme du marché et vraiment de retourner la tendance à la hausse. Je pense en fait qu'il faut attendre la consolidation, savoir comment on va digérer le mouvement en cours, c'est ça qui va nous donner les indications. Et quand je regarde un paquet de valeurs donc, qui sont fait massacrer, en mode moins 80% et des brouettes, bon, vous avez des rebonds qui sont très juteux, bien entendu, au prorata. Et c'est maintenant que ça se passe. Alors j'ajuste un petit peu mes obliques, etc. Mais c'est là où ça va devenir intéressant. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez un bon boost. Alors, on peut consolider, on peut faire du zigzag, mais globalement, ce qui va se passer là maintenant, là, ces prochaines semaines, ces prochains mois, dans ces congestions, ça va nous apporter énormément d'informations. Parce que ça va nous permettre de dire, bon, on relâche par le bas, c'était juste un coup d'épée dans l'eau, on a pris le rebond, mais la dégradation de la tendance recommence en mode récession, oh mon Dieu, on va pas s'en sortir, stagflation et compagnie. Ou au contraire, on arrive à tenir, et du coup, on arrive à breaker, faire les pullbacks, et on commence à avoir en fait des structures de bottom. Des structures de bottom. Éventuellement, certains parleront ensuite de TAS avec ANS, etc. Là, c'est encore prématuré, bien entendu, à ce stade-là. Mais du coup, si vous avez des cassures haussières, alors ça ne veut pas dire qu'on va revenir en mode YOLO sur les plus hauts, etc. Ça veut juste dire qu'on est capable éventuellement de jouer ce que j'appelle des rebonds prolongés, mais prolongés sur plusieurs mois. Donc de jouer en fait une sous-vague qui est plus moyen terme. Et donc à nouveau pouvoir jouer en mode suivi de tendance.
sur quelques semaines, quelques mois éventuellement. Et ça ne veut pas dire qu'on retourne les tendances à la hausse, non, vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de boulot sur ce genre de valeur-là. Euh, mais voilà un petit peu ce qui va m'intéresser. Donc à ce stade-là, moi, c'est la réflexion que j'ai. Et c'est ce que j'attends impatiemment. C'est-à-dire que jouer ce mouvement de rebond, ok, très bien, ça, je sais faire, etc. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Là, je rentre dans l'impondérable et où je ne cherche pas à jouer aux devinettes, parce que ce qui m'intéresse, c'est que le marché me démontre. Et ce que le marché va me démontrer, c'est est-ce que je continue à jouer des positions court terme comme je le fais actuellement, en mode prendre ce qu'il y a à prendre, ou est-ce qu'on commence à construire des congestions qui me permettent de penser que les sorties haussières vont pouvoir lancer des suivis de tendance beaucoup moyen terme, donc de quelques semaines à quelques mois, où je vais pouvoir rejouer des positions moyen terme. C'est là-dessus, c'est ça qu'on vient de débuter, c'est ça qu'on vient de commencer à construire, c'est cette question-là qui sera importante de répondre. Et on va retrouver ça sur un paquet de valeurs. Alors je ne vous parle pas de la qualité des fondamentaux ou quoi que ce soit, mais globalement, voilà, on retrouve ce genre de choses-là. C'est pas cassé. Pour l'instant, c'est juste du rebond technique. Mais vous voyez, on a des constructions éventuellement qui se mettent en place. Il faudra les casser par le haut, oui. Mais si ça casse par le haut, ça nous donnera quand même des retournements plus durables. Et donc c'est ça vraiment la quintessence qu'il faut se dire, c'est que l'idée c'est pas de se dire voilà c'est n'importe quoi le marché, etc. L'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on est en train d'anticiper, qu'est-ce que le marché il est en train d'anticiper pour que les mecs ils rentrent sur des valeurs comme ça. C'est ça vraiment les questions qu'il faut se poser, et c'est là-dessus qu'on est en train de maturer. Alors faites attention sur ces valeurs-là, les GAFAM ont publié, mais la plupart de ces valeurs-là publient début août. Donc je veux dire, les GAFAM ont publié et tout le monde explique que c'est moins pire et que donc ça s'est bien passé, mais il y a d'autres actions pour qui ça s'est pas bien passé. Et c'est même, je dirais, la majorité. Et là, vous le voyez, on pouvait se dire la même chose que je viens de vous dire il y a 2 minutes, c'est-à-dire tiens, on est en train de construire, si on casse par le haut, ça peut commencer à donner des choses, bam, résultat, on casse par le bas, terminé. Donc c'est ça aussi qui est vraiment important de se dire, c'est que le marché dans ces prochaines semaines va de lui-même nous dire ce qu'il faut penser, de ce qui est en train d'arriver. Donc c'est dans les constructions que l'on va faire ici, que l'on va pouvoir un petit peu lire dans le mar de café. Tilray, je regarde, spéculative par essence, mais même chose, je veux dire, on est, vous voyez, dans des congestions, on va arriver au bout. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de faire des trucs comme ça. Certes, ça reste spéculatif, je suis d'accord avec vous, mais si le marché recommence à jouer des spéculations, ça veut dire qu'il y a un appétit pour le risque, ça veut dire qu'il y a des liquidités pour ça, ça veut dire globalement qu'il y a plus de peur. Alors certes, ça ne veut pas dire que le monde est rose, ça veut dire qu'on a levé les incertitudes et que globalement, on est au courant de tout, et en fait, on se projette sur l'espoir. Évidemment, si vous avez un élément nouveau de peur, etc., qui rentre en ligne de compte, vous aurez un réajustement du marché. Mais à ce stade-là, c'est ça qu'on est en train de construire. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors certes, c'est des tendances qui sont baissières, c'est des tendances qui ne sont pas moindre risque, on est tout à fait d'accord, mais c'est en regardant des titres comme ça que j'arrive à capter le sentiment de marché. Et globalement, si les gens reviennent avec volume sur des titres comme ça veut dire qu'il y a suffisamment d'appétit pour le risque pour tout le monde. Et après, évidemment, il faut regarder les gros. Et si on regarde du Apple, on voit que globalement, oh mon Dieu, l'inflation va nous bouffer les marges, etc. On a anticipé les résultats et les résultats sont meilleurs que prévu, ou moins pire, ça dépend de l'interprétation qu'on en a. Mais en gros, le marché, lui, il avait anticipé déjà depuis un mois. Ce qui va devenir important, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est pas maintenant qu'on se dit ouais, Apple est résilient. Le marché, lui, il se l'est déjà dit depuis longtemps. Ici, ce n'est que la validation et la conclusion de cette idée-là. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va jouer pour la suite. Est-ce qu'on joue ouais, mais bon, on a été résilient ce coup-ci, mais dans 3 mois, dans 6 mois, ça va plus être la même. Les gars, ils vont pas y arriver. Donc du coup, on recommence à pricer les baisses de marge, etc. Où on arrive à reconsolider et à relancer les tendances, etc. Pour moi, aujourd'hui, c'est impossible de répondre. Vous allez trouver évidemment des mecs qui vont vous expliquer que ça va pas tenir.
Oui, il y a énormément d'arguments qui peuvent expliquer que ça va pas tenir et qu'on va revenir à cette idée de dire bah, décroissance, baisse des marges, etc. Et finalement, ce trimestre-ci était résilient parce que bah, vous avez un effet de comparaison aussi avec encore l'année dernière où il y avait encore le Covid, etc. Donc, c'est, euh, il faudrait comparer à 2019, 2018 et compagnie. Mais voilà, moi je suis pas dans le jeu des devinettes et c'est pas ce qui m'intéresse. Moi maintenant, je pars du principe qu'on a fait ce qu'on pouvait jouer comme scénario et maintenant c'est le marché qui doit nous montrer ce qu'il aura envie de jouer ensuite dans sa construction. Et là, on reviendra discuter ensemble, week-end après week-end, se dire ouais, ça sent bon ou non, ça sent mauvais et on va repricer certainement de la dégradation, mais lente. C'est-à-dire qu'on avait pricé dégradation rapide, finalement la dégradation rapide n'a pas eu lieu, on fait un retour à la moyenne, et puis finalement on se dit, ouais mais bon ça va quand même dégrader, mais pas si vite qu'on croyait, donc on refait pas un truc comme ça, on va faire un truc un petit peu plus larvé, qui va prendre un petit peu plus son temps. Ok, bon, tout ça pour faire des petits schémas, mais pour vous expliquer un petit peu toute cette idée-là. On peut faire quelques actions, parce que quand même, pour pas se laisser orphelin, on va pas regarder ça, mais globalement, ouais, je vais pas updater les listes. Mais sinon, tiens, vous avez Alibaba. Alors, la Chine a annoncé qu'ils n'allaient pas relancer de stimulus. On verra, ils peuvent changer d'avis. Mais l'idée, là, c'est qu'on a Baba qui va publier les résultats, je crois, le 3 ou le 4 août, un truc comme ça. Il faudra voir s'ils ont été résilients par rapport au zéro Covid. Et du coup, on est en train de revenir sur support oblique. Alors, il y a un petit gap aussi, hein, si jamais on veut percer le support oblique. Bref, vous le voyez, on continue la construction. Et vous le voyez, la construction continue d'être très volatile. C'est pour ça que, je vous avais dit, c'est en mode casquette, mode prendre ce qu'il y a à prendre. Jusqu'à ce qu'on finisse par sortir et qu'on rentre dans suivi de tendance. Mais pour l'instant, on reste en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Vous avez Air France, on en avait parlé ici ou dans l'académie, je ne sais plus. Il y avait la petite congestion ici, on break par le haut, on va chercher la résistance, objectif atteint pour moi. Si on continue de pousser plus haut, très bien, c'est du bonus, mais maintenant, pour moi, c'est objectif atteint dans le côté probabilité qu'on pouvait estimer. Maintenant, le reste, pour moi, c'est le marché qui doit me le démontrer. Vous aviez Amundi aussi, elle n'est pas encore partie, vous voyez, vous avez la congestion qui est en train de se mettre en place. Alors je ne sais pas s'ils ont publié les résultats encore, mais on peut éventuellement anticiper encore que ça peut pousser. Apple on l'a fait, Arcelor, même chose, vous voyez, vous avez une première poussée, Conso, deuxième poussée. Alors il y a encore éventuellement de la marge, bien entendu. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, sur des titres comme ArcelorMittal, etc., c'est qu'en fait, vous voyez, oh mon Dieu, la récession, puis bon, c'est quand même pas méchant, et puis en règle générale, ces sociétés-là, elles publient leurs résultats, et les résultats sont quand même très bons. Et donc du coup, on fait du rachat d'actions, on est blindé de pognon, donc il y a du dividende, il y a du rachat d'actions, bon, il y a des choses qui peuvent motiver justement ces rebonds. Mais pour autant, je veux dire, ces rebonds-là, même s'ils sont puissants, ne sont que des rebonds au prorata, qui ne remettent pas en cause le mouvement initial, qui est de se dire, c'est quand même la peur de la récession qui va rester en épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces valeurs cycliques. Donc si jamais le marché se remet à avoir peur sur une récession plus importante, plus durable, et que les banques centrales finalement ne vont pas réussir à nous la jouer douce, ces valeurs cycliques, il faudra s'attendre à ce qu'elles reprennent un tir. Donc là, il faut les garder en mode casquette rebond à ce stade-là encore, jusqu'à ce que le marché nous prouve le contraire, bien entendu, mais à ce stade, on en est encore là. Atos, finalement, il a fallu attendre la publication des résultats pour qu'on ait enfin une réaction. Donc on est revenu au-dessus là, des 10,80€, 11,20€, qui est la zone de soutien. Maintenant, la question c'est, voilà, on a une congestion qui se met en place, c'est est-ce qu'on peut avoir de la puissance pour aller casser les 12,20€, 12,30€, qui permettrait un petit peu de rentrer dans l'art des vendeurs à découvert, les pousser à se couvrir un petit peu, et là ça peut faire des poussées. Mais ça n'interviendra pas sans une news. Il faut quelque chose pour dynamiter un petit peu pour dynamiter cette zone des 12,20€, 12,30€. Et là, ça peut pousser. Sinon, on va peut-être consolider à plat là, pendant quelques séances en attendant en mode larvé, avant de créer une nouvelle congestion. Ça peut mettre encore un petit peu de temps. CGG, c'est ce dont on avait parlé le week-end dernier ou dans l'académie. Je ne sais jamais ce que je dis dans l'un ou dans l'autre.
Mais voilà, enfin, ce que j'avais dit, c'était en gros, vous le voyez, c'est oh mon Dieu, la récession. Et à un moment donné, on va se dire, oui, ok, bon, la récession, mais c'est pour dans un an. En attendant, ces sociétés-là font quand même des résultats. Alors, CGG, ça reste de la recovery, etc. Mais j'avais dit, ça peut être intéressant de jouer les résultats sur les pétrolières. Mais de les jouer en mode, je prends les profits. Je prends les profits dans l'idée que la casquette de fond reste oh mon Dieu, la récession. Et les parapétrolières, certes, les investissements redémarrent et vont redémarrer, mais il y a ce moment un petit peu, je dirais, de dualité dans le marché où il reste encore avec la casquette oh mon Dieu, la récession, avant qu'on finisse par se dire que finalement la récession, ça sera de la décroissance, que ça ne sera pas si important que ça, que les valeurs pétrolières, même si le pétrole baisse, etc., elles continuent de faire quand même des profits qui sont très substantiels à partir du moment où on reste au-dessus des 70 $ le baril. Et les investissements vont redémarrer et vont certainement augmenter. Et donc les parapétrolières également vont redevenir intéressantes. Mais donc voilà, il ne faut pas mélanger ce que le marché peut jouer peut-être sur du court terme sur la vision qu'on peut avoir à plus moyen terme. C'est ça vraiment qui est le plus important. Voilà, je passe. Il y a Clover Health également en mode spécu aux US, hein, c'est de la santé. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Vous voyez, c'est des tendances baissières, mais on a mis fin. Ça fait des mois qu'en fait, on est en train de construire une base et potentiellement, on n'est pas loin de sortir par le haut de ces bases-là. C'est pas ce qui va retourner les tendances à la hausse durablement. Mais il y a tellement d'écart et donc de volatilité qui peut être créée encore à ce stade que ça peut être très juteux sur ces mouvements-là avant même de pouvoir dire que oui, ça se retourne à la hausse. C'est trop tôt, bien entendu. Vous avez DBV Technologies aussi, qui est pas loin du break, hein, des 4,90 €, c'est ce qui manque. EDF, bon, vous avez l'OPA à 12 €. Vous avez du Eramé et compagnie, évidemment, avec les résultats, donc qui remontent bien la pente. Mais voilà, la lame de fond reste la peur de la récession. On va être régi par ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que donc, en regardant des valeurs cycliques comme Eramé et compagnie, vous voyez qu'on va rentrer dans une espèce de ventre mou. Et le ventre mou, c'est, ok, ouais, je sais qu'on va avoir droit à la décroissance, mais je ne sais pas avec quelle force. Donc je dois attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour que le marché se décide en mode, ouais, décroissance, ça va aller, on va s'en sortir, ça va être bon, ça va fonctionner. Ou, oh là là, c'est pas bon, on va vers le hard landing, ça sera pas soft, ça va faire mal. Donc c'est ça qui va se décider là. Et en attendant, on congestionne entre les deux, en attendant de se décider. Bon, vous avez Groupe Gorgé également. L'or, du coup, qui peut revenir, hein, ça peut être le scénario pour la fin de l'année, de se dire si on commence à anticiper en effet que les banques centrales devront redevenir accommodantes. Bon, déjà, les cycliques, à ce moment-là, on rejouera les cycliques, etc., puisqu'on rejouera la hausse des matières premières. Et on jouera également le côté planche à billets, et donc le fait qu'on va dévaluer encore plus les monnaies, et donc aller chercher un petit peu de la sécurité sur de l'or et de l'argent. Mais voilà, faut jouer les trucs dans l'ordre. Hein. Il faut avoir le quintet dans l'ordre, et donc il faut bien comprendre que le marché peut avoir peur de la récession, puis peut se dire que les banques centrales vont redevenir accommodantes et donc vont redynamiser la croissance, et puis à nouveau, on peut avoir peur de la montée des matières premières et donc de l'inflation. Mais en fait, on en aura un petit peu moins peur parce qu'on se rendra compte que cette inflation va remonter globalement, va rester élevée, mais elle aura désinflaté d'abord, puis elle remontera, mais de manière lente. Elle va se désinflater en fait beaucoup plus lentement. C'est-à-dire qu'on continuera d'avoir des hausses de prix de 5% ou 4%, mais petit à petit, voilà, ça sera de moins en moins, mais on continuera dans des hausses de prix. Bref, je fais 1 heure à chaque fois de vidéo parce que je répète un petit peu les mêmes choses, parce qu'à chaque fois, il y a peut-être des personnes qui découvrent les vidéos au fil de l'eau, mais il paraît qu'on me répète toujours que la répétition fixe la notion, donc avec moi vous êtes servi. Hein. Là vous êtes fixé, c'est limite ventouse hein, sur la vitre. Voilà, Worldline, les résultats ont été bons, donc tout de suite, vous voyez, on a eu une réaction, il y avait une bonne congestion juste avant. Je veux dire, graphiquement, le graphique quand même se plante rarement.
Alors, des fois, il se plante, bien sûr. Mais voilà, il y a des fois, vous avez des mouvements de probabilité qui sont intéressants. Tiens, il y a Ubisoft aussi qui se remet pas mal. Alors, il y aura encore du boulot, hein. Faudra redépasser à un moment donné la zone des 43-44, on le sent bien. Mais voilà, si on arrive à faire un truc comme ça à un moment donné, ça sera votre signal de retournement moyen terme. Là, vous pourrez commencer à dire moindre risque et on peut commencer à jouer des retournements. Stellantis, ça sera très intéressant l'automobile. L'automobile, c'était bon pour la casse et puis finalement, on a des résultats qui sont très bons. Mais ce qu'il va bien falloir vous dire, c'est que les résultats sont très bons. Et donc derrière, c'est ce qui vous dit, mais pourquoi du coup on a baissé comme ça alors que les résultats sont très bons. C'était sous-valorisé à ce prix-là, c'est encore plus sous-valorisé à ce prix-là, et quand vous avez les résultats qui sont publiés, vous vous dites, bah, c'est encore plus sous-valorisé. Mais ce que vous devez bien vous dire, c'est que le marché, il anticipe, et que le marché, il anticipe que certes, les résultats sont très bons, donc on a fait un réajustement, mais que ça, c'est quand même la lame de fond qui est de dire, on va pas réussir à faire mieux, potentiellement, dans l'environnement de marché qui est en train de nous arriver sur le coin de la figure. Donc, le marché anticipe aussi, à un moment donné, dans la dégradation des cours, qu'il y aura une dégradation de ces résultats-là. Après, si l'entreprise arrive à démontrer trimestre après trimestre que non, le marché se réajustera complètement. Mais on aura l'indication avant. La psychologie des foules nous démontrera avant ce qu'il faut penser. Il y a Ruby aussi qui se remet plutôt pas mal. Les résultats ne sont pas tombés, je crois, donc il faudra voir, évidemment, mais ça peut permettre de créer l'électrochoc, éventuellement, de réussir à faire le retournement sur notre copain Ruby. Voilà, bon, je vais passer rapidement sur le reste. On est globalement dans les mêmes types de configurations un petit peu partout. Il y a Solution 30 qui a annoncé une petite croissance et donc qui a joué à casser le support hier, et finalement il y a une réaction aujourd'hui. Moi j'ai vendu, perso, ça me plaît moyen. Il faudra que le marché revienne au-dessus de cette zone des 3,50 là et commence à tenir cette zone pour que je me dise ouais, c'était un à-coup et le marché finalement veut voir du bon dans les perspectives. Mais sinon, ouais, c'est pas folichon. Et voilà, globalement, je vais goupiller cette vidéo-là cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça, même si je me répète, ça vous apporte fin de semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Et on se retrouve lundi sur graphcobourse.fr. Je continue à publier mes chroniques. Peut-être je ne les publierai pas de manière quotidienne ou un petit peu moins fréquemment, je sais pas, je vais voir. Je vais essayer un petit peu de me décharger. Je reste bien sûr surtout impliqué sur l'académie, mais sur voilà, ces trucs publics, peut-être un petit peu lever le pied. Je verrai, ça sera fonction des marchés, évidemment. S'il n'y a pas trop grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'on s'est déjà dit, je ne rajouterai rien. Ou sinon, bien entendu, s'il y a un besoin, je ferai toujours une vidéo comme je l'ai toujours fait, et ce depuis 2016 maintenant, je pense. J'ai dû commencer les vidéos 2016, les articles depuis bien plus longtemps, 2008 je pense, mais les vidéos 2016. Moi j'avais fait des vidéos en 2011, à l'époque c'était sur Dailymotion, mais j'avais pas tenu le coup. Mais voilà, c'est cette idée-là. Je ferme ma bouche, je vous souhaite un excellent week-end une nouvelle fois. N'oubliez pas de liker la vidéo, de les partager sur les réseaux. Voilà, ça aide ces vidéos à être connues et j'espère voilà, à aider quelque part à avoir une vision, parce que savoir quoi acheter, savoir quoi vendre, ok, très bien, mais avoir une vision globale un petit peu, ça aide surtout à éviter de se faire balader et donc à se nourrir de tout ce que vous pouvez lire à droite et à gauche, qui, croyez-moi, c'est du bruit de marché, c'est contre-productif pour votre esprit, pour votre trading, pour vos performances. Réduisez ça et essayez de prendre le recul nécessaire et de rester le plus objectif possible plutôt que d'essayer de jouer aux devinettes et de choisir un camp et de vous y tenir. C'est pas ça, on s'ajuste. Le but du jeu, c'est d'être comme l'eau. J'avais utilisé cette citation de Bruce Lee. C'est vraiment d'être comme l'eau et de vous ajuster à tout environnement. C'est comme ça qu'on gagne. On perd quand on ne s'ajuste pas et qu'on s'obstine sur une position à vouloir avoir raison. C'est là où on perd. Excellent week-end une nouvelle fois. M'invitez jamais à un dîner parce que je vous fais la soirée.
Et à lundi. Salut les graphes.